Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir au nom de l'équipe organisatrice du MOOC au premier webinaire sur le développement et la gestion des parcs pour la paix, proposé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Ce cours est organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en partenariat avec le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, son initiative de dialogue pour la paix et la biodiversité, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, ONU Environnement, et le Forum NBSAP. L'aide financière est fournie par le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et l'initiative de dialogue sur la biodiversité, financée par le ministère de l'Environnement de la République de Corée. Je suis Marion Marigot et je serai la facilitatrice de ce cours en français jusqu'à la fin. Nous vous remercions de votre participation à ce premier webinaire intitulé Introduction au parc pour la paix, qui sera présenté par Nina Kamcheva-Touchev. Nina est conseillère stratégique auprès de la Tribal League Foundation, où elle contribue à l'élaboration des stratégies visant à soutenir les terres, les territoires, les ressources et les droits des communautés autochtones. Elle a passé plus de 10 ans au Programme des Nations Unies pour le développement, avec l'initiative Équateur en soutenant les efforts des communautés locales et autochtones pour protéger la biodiversité tout en réduisant la pauvreté et en promouvant les meilleures pratiques dans les forums politiques. Mais aussi avec le programme ONU-RED, pour veiller à ce que les mécanismes pour l'atténuation des changements climatiques incluent pleinement les peuples autochtones et la société civile dans la gouvernance et la prise de décision. Elle a également cofondé une initiative visant à utiliser des technologies de pointe telles que les drones et la cartographie 3D pour la protection des territoires des peuples autochtones et des communautés. Nina présentera les exposés partagés avec nous, par deux autres experts du cours, les docteurs Clara Bocchino et Larry Swatuk. Clara est une consultante indépendante qui a consacré sa vie professionnelle à l'étude sur la conservation transfrontalière en Afrique australe, the Transfrontier Conservation in Southern Africa, ou TFCA, en tant que moteur de développement socio-économique durable et de la consolidation de la paix. Elle a été impliquée dans les processus régionaux pour l'établissement de réseaux et de communautés de pratique sur les TFCA, la gestion des eaux transfrontalières et One Health dans les TFCA. En 2017, elle a établi le cadre de suivi et d'évaluation du programme TFCS de la CSADC. Elle a donné des conférences sur le rôle des TFCA dans le développement durable et la consolidation de la paix en Afrique australe et en Europe. Elle est membre du groupe de spécialistes du TUC de l'UICN. Larry, lui, a eu une association de 35 ans avec l'Afrique australe, commençant par une visite de 6 mois au Lesotho en 1984. Entre 1989 et 1996, il a été chercheur universitaire à l'Université nationale du Lesotho, puis chercheur invité Université du Swaziland. Il a aussi été boursier postdoctoral à l'Université de Rhodes et chercheur principal à l'ACDESS au Nigeria. De 1996 à 2007, il a été chargé de cours en politique et professeur associé de gouvernance des ressources naturelles à l'Université du Botswana. Durant cette période, il a notamment été membre du comité directeur du processus de planification de la gestion du delta de l'Okavango, et il était aussi membre de l'organe de coordination du gouvernement du Botswana qui préparait le congrès mondial des parcs de Durban. Il était président du Ngamiland CBNRM Forum, et il est actuellement professeur de la faculté de l'environnement de l'Université de Waterloo au Canada et professeur extraordinaire de l'Institut d'études sur l'eau de l'Université de Western Cape. Ses publications les plus récentes incluent notamment Water in Southern Africa. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la première semaine du MOOC sur le développement et la gestion des parcs pour la paix, dans laquelle nous nous concentrerons sur le contexte de la création des parcs pour la paix. Nous définirons les parcs pour la paix et en soulignerons donc les objectifs et les avantages. Nous définirons le cadre politique international qui permet leur création, ainsi que les tendances mondiales en matière de création de parcs pour la paix. Donc, je souhaite la bienvenue à Nina et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour à tous et merci pour l'introduction, Marion. Je suis très heureuse d'être ici aussi. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les participants au webinaire d'aujourd'hui. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir priorisé l'information sur les parcs pour la paix et espérons que ces informations vous seront utiles. Cette présentation est un peu longue avec beaucoup de terminologie et le français n'est pas ma langue maternelle,
J'espère donc que vous suivrez et noterez vos questions pour plus tard. Notre facilitatrice ici, Marion, prendra également une part active sur le webinaire. Merci Nina. Alors juste avant de commencer, je voudrais partager avec les participants certaines règles et dynamiques pour les sessions des webinaires de Learning for Nature, à savoir que les micros donc, sont mis en sourdine pendant la présentation parce que ça réduit les interférences et ça facilite donc la communication. Et cette session dure 90 minutes et on aura un exposé d'une vingtaine de minutes suivi de la séance de questions et réponses où vous pourrez poser vos questions directement à Nina. Et si vous pensez à pendant la présentation, vous pouvez la partager avec nous donc via la fenêtre de discussion en bas de l'écran. Nous lirons votre question lors de la séance de questions-réponses qui suivra la présentation. Et si vous souhaitez parler et que la connexion Internet le permet, on ouvrira vos microphones lors de cette session donc, de questions-réponses. Et pour faire savoir que vous voulez parler, il vous suffit de lever la main en cliquant sur le bouton virtuellement au coin inférieur droit et en sélectionnant « Cliquant la main ». Donc, si vous souhaitez interagir avec nous ou avec d'autres participants qui sont présents à la session, vous pouvez également le faire via la fenêtre de discussion, le chat, qui est situé en bas de la salle de webinaire. Si la fenêtre de discussion contient plusieurs langues, vous pouvez activer la traduction instantanée de la fenêtre de commentaires dans la langue de votre choix. Et en plus, l'interface Click Meeting sera affichée par défaut en anglais, mais il est possible de modifier l'intégralité de la page web dans la langue de votre choix en haut de l'écran. Vous pouvez nous indiquer si vous êtes d'accord ou non avec les informations présentées ou si vous avez besoin d'aide en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur droit pendant toute la session et en modifiant votre statut. Il est également possible pour vous donc de demander à l'oratrice d'augmenter ou de diminuer son volume de parole tout au long du webinaire. Cette session est actuellement en cours d'enregistrement et elle sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de Learning for Nature. Tous les participants recevront une notification via la salle de cours Learning for Nature lorsque l'enregistrement sera disponible. La présentation du webinaire d'aujourd'hui sera aussi disponible sur le Learning for Nature sous l'onglet donc semaine 1 après cette session. Et je vais désormais me taire et transférer le webinaire à Nina et j'espère que vous apprécierez cette session. Nina, c'est à vous. Bien, merci de nouveau. Donc, on commence avec la présentation de Larry Swatok, qui est intitulée Vers des parcs pour la paix durable, équitable et efficace. Donc, Larry Swatok est l'université de Waterloo sur la base de son projet. Il base cette présentation de son projet de document intitulé Faire face à l'éléphant dans la pièce, parcs pour la paix dans la théorie et la pratique. La leçon 1 commence par la citation suivante du politicien célèbre et aimé Nelson Mandela. Je ne connais aucun mouvement politique, aucune philosophie et aucune idéologie qui ne soit pas d'accord avec le concept de parc pour la paix, comme nous pouvons le voir porter ses fruits d'aujourd'hui. C'est un concept qui peut être adopté par tous. Dans un monde assailli par le conflit et la division, la paix est l'une des pierres angulaires du futur. Les parcs pour la paix constituent des blocs d'un processus, pas seulement dans notre région, mais potentiellement dans le monde entier. Cette déclaration faisait partie des remarques faites par Nelson Mandela lors de l'ouverture du portail entre le parc national Kruger en Afrique du Sud et le parc national Limpopo au Mozambique en 1997, créant ainsi une zone de conservation transfrontalière au Parc pour la paix, marquant symboliquement le fait de se détourner de la violente histoire des relations entre ces deux pays. L'ouverture de la porte cérémoniale a permis à cet éléphant de passer du côté sud-africain au Mozambique. Donc, ce n'est pas un hasard si le nombre d'aires de conservation transfrontalière axées sur la paix a triplé depuis 1990 pour les raisons énumérées ci-dessous. Par exemple, c'était la fin de la guerre froide, la chute de l'Union soviétique, l'émergence du concept du paix pour la coopération environnementale, le sommet de la Terre à Rio,
et la gouvernance mondiale ont surgi. Donc, cette confluence de forces sociales a créé un espace pour imaginer une gouvernance collaborative pour la réalisation de biens mondiaux communs, comme la paix, préservation de la biodiversité, davantage régionaux et nationaux et éventuellement de développement économique et social local. Après l'effondrement du mur de Berlin, l'environnement et le développement ont été intégrés au discours sur la sécurité. Les zones du monde autrefois exclues sont devenues essentielles à la sécurité des grandes puissances, car la crainte du sous-développement était désormais considérée comme une source de conflits, d'activités criminalisées et d'instabilité internationale. Les parcs de la paix offrent aux États un moyen de contrôler leur propre territoire et réinventent des espaces criminalisés en tant que destination écotouristique. L'intérêt pour une nouvelle image de marque, s'éloigner de la pauvreté, de la dégradation de l'environnement et des conflits pour aller vers la prospérité, la résilience, de la diversité biologique et la coopération, réunit les acteurs différents. Beaucoup se reposent sur le concept du parc pour la paix. Donc ici, dans cette présentation, on va parler beaucoup d'apprentissage qu'il y a avec le travail concret. Bon. Donc, il y a des tentatives pour intégrer les leçons apprises dans un cadre d'action cohérent défendu par des groupes tels que l'Union internationale sur la conservation de la nature, le CDP, la PNU et le PNUD. Donc, voilà les missions. C'est quoi l'aire protégée transfrontalière? C'est un espace géographique clairement défini et reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Et les parcs pour la paix, c'est des aires protégées transfrontalières qui sont officiellement consacrées à la protection et à la conservation de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles qui y sont associées, ainsi qu'à la promotion de la paix et de la coopération. Au début de notre siècle, l'UICN a mis en avant ces deux définitions des zones de conservation transfrontalière. Mais voilà. Étant donné que l'Union est un syndicat de membres composé à la fois d'organisations gouvernementales et de la société civile, ces définitions ont été largement acceptées et ont servi de base à une planification et une action axée sur la conservation. Au début des années 2010, il était devenu évident que cette définition était déficiente pour au moins 4 raisons. 1. La focalisation exclusive sur les zones protégées était trop étroite. 2. La définition actualisée de zones protégées de 2008 était mal répétée dans cette définition. 3. La variété des modèles existants va au-delà de ces proposés dans la définition. Et 4. L'inclusion des frontières infranationales a ajouté de la complexité et de la confusion à un concept déjà contesté. Donc, à la place de ces deux définitions, l'UICN a suggéré ces 4 ici. Aire protégée transfrontalière veut dire un espace géographique clairement défini comprenant des aires protégées connectées d'un point de vue écologique à cheval sur une ou plusieurs frontières entre des États et impliquant une forme de coopération. Aire de conservation transfrontalière terrestre ou marine est une aire connectée écologiquement comprenant à la fois des aires protégées et des aires à utilisation multiple des ressources, de part et d'autre d'une ou plusieurs frontières entre les États et impliquant une forme de coopération. Conservation des territoires traditionnels de migration est un habitat sauvage dans un ou plusieurs pays nécessaire à la préservation des populations d'espèces migratoires et qui implique une forme de coopération. Et le parc pour la paix, c'est la désignation particulière qui peut être appliquée à chacun des 3 types d'aires protégées transfrontalières,
et qui est dédié à la promotion, la célébration et ou commémoration de la paix et de la coopération. Donc, la première zone protégée transfrontalière a été créée par le mouvement de pays suédois et norvégiens en 1914 pour célébrer le centenaire de la paix entre le Suède et la Norvège. C'est la région Morokulien. Le parc pour la paix le plus célèbre est le parc international de la paix Waterton Glacier, créé en 1932 pour commémorer une longue histoire de paix et d'amitié entre le Canada et les États-Unis. Le nombre des aires de conservation transfrontalières ont considérablement augmenté. En 2007, il était 227, soit plus de 3000 zones protégées. Donc, et le caractère du parc de l'aire protégée varie considérablement en fonction du facteur physique et les facteurs qui ont motivé sa création. Ce sont ces facteurs qui déterminent le plus étroitement le résultat par rapport aux objectifs annoncés au début de l'initiative. Donc, voici certains des avantages perçus des parcs pour la paix. Voyons. C'est les bénéfices sont des encourages, célèbrent et ou commémorent la paix et la coopération entre les peuples. Ils construisent un lien de confiance, de compréhension, de réconciliation et de coopération entre et au sein des pays, communautés, organisations et acteurs, préviennent et ou résolvent les tensions sur les frontières entre communautés ou pays, dans l'accès aux ressources naturelles, encouragent la résolution de conflits armés et ou la réconciliation suite à un conflit aimé, soutiennent la coopération à long terme pour la conservation de la biodiversité, des services écosystémiques et des valeurs culturelles et naturelles de chaque côté de la frontière, encourage la gestion de l'écosystème à travers une gestion et un aménagement de territoires biorégionaux, partage des compétences et de l'expérience en gestion de biodiversité et ressources culturelles dans la recherche coopérative, promeuvent des programmes de gestion coopérative plus efficients et efficaces, favorise à la fois un accès à un usage équitable et durable des ressources naturelles, respectant ainsi le principe de souveraineté nationale, et améliore les bénéfices de la conservation, favorisant la répartition des bénéfices de chaque côté de la frontière. Voici ici Bert qui dit que l'orientation en matière de conservation et de développement se fait toujours vers un avenir meilleur. Nous reviendrons sur cette citation plus tard, mais elle révèle que les avantages de la création d'un parc pour la paix dépassent la complexité de la tâche. Donc, on reviendra ici sur cette citation plus tard. Un autre expert, Salim Ali, ici, il dit que la conservation transfrontalière est essentielle à l'accomplissement des buts de régionalisme écologique, puisque le système naturel transcende les frontières politiques. Les modes de gestion doivent également aspirer à transcender les barrières physiques et mentales. Donc, il y a de multiples moteurs à la création des parcs pour la paix. Les paysages naturels sont fragmentés par les décisions et les pratiques d'utilisation des terres par l'homme. Ainsi, aires de conservation transfrontalières sont considérées comme un moyen de retrouver les rythmes naturels de la flore et de la faune, tout en récoltant des avantages tels que l'instauration de la confiance et l'encouragement d'habitudes de coopération entre et parmi des États souverains souvent antagonistes. Voyons les nombreux facteurs derrière l'établissement du parc. C'est la préservation de la biodiversité. Toutes les organisations en faveur de la conservation
à l'échelle locale à l'échelle mondiale. C'est un symbole de l'existence de relations positives entre États, des acteurs étatiques comme le Canada ou les États-Unis avec le parc international du Waterton Glacier qu'on a mentionné, un symbole de futures relations positives entre États, acteurs étatiques tels que les membres de la communauté sud-africaine pour le développement ou CADC, qui partagent de nombreuses frontières et ont enduré de multiples conflits au fil du temps, ou peut-être également les deux Corées avec les zones démilitarisées ou DMZ, l'Inde et le Pakistan avec le Cachemire et le glacier Siachen. Un contrôle accru des régions frontalières et de la part des États, tous les acteurs étatiques et de nombreux acteurs de la société civile et du secteur privé qui s'entendent à des bénéfices découlant de nouvelles initiatives telles que l'écotourisme et le développement des infrastructures, l'amélioration de la gouvernance globale d'une biorégion, qui est un des buts fondamentaux d'organisations de conservation telles que le UICN, le WWF, les donateurs tels que le GIZ, le DFID, les organisations affiliées à l'ONU telles que l'UNEP et la CDB. D'une réponse directe à un conflit en cours ou à une menace à la sécurité, les associations en faveur de la paix comme les Quakers impliqués dans le projet de parc pour la paix des Balkans, l'État, les ONG et les ONG qui considèrent la coopération environnementale comme une possible porte d'entrée vers le pays. Et finalement, c'est la création de richesses au niveau national à travers le développement du tourisme, en particulier les acteurs de l'État et du secteur privé. Donc, ce qui doit être clair sur la liste de facteurs qu'on a entendu, qu'on vient de lire, est la tension inhérente entre le petit, le local et le grand, le national et le global. Les grandes revendications évincent les détails liés au problème d'utilisation des terres. Il y a une absence presque totale des intérêts de ceux qui habitent les espaces physiques où le parc doit être créé. Les parcs pour la paix sont souvent le résultat d'accords conclus par des acteurs étatiques et non étatiques puissants dans l'intérêt de concepts à caractère idéologique, le conservationnisme, le nationalisme, le développementalisme et le régionalisme. Ce n'est pas que ces idéaux sont intrinsèquement problématiques, mais leur grande articulation, c'est-à-dire les biens publics mondiaux, comme par exemple le développement économique national, l'intégration régionale, et vise les besoins et les intérêts des communautés à l'endroit de l'intervention proposée. De cette manière, les parcs de la paix marquent la continuation de la lutte qui font les défenseurs de l'environnement depuis des décennies. Que faire des gens de la région? Voyons sur la frontière. La frontière est un mot important ici. Le terme est de dénoter la faible portée de l'État dans ces espaces. La frontière est un espace occupé par des groupes qui ne font pas partie de la société en général, généralement situés loin de la capitale. La notion de parc pour la paix amène la marge au centre de la politique. Ainsi, après avoir relégué les peuples autochtones et aborigènes à ces marges par le recours à la force, la promulgation de parcs et d'aires protégées a réfini les terres marginales comme étant d'une importance capitale pour les cultures dominantes et obligeant souvent les peuples autochtones et étrangers à devenir étrangers chez eux. Ainsi, les parcs pour la paix réutilisent la logique de la conservation de la forteresse, pratique qui remet en question les groupes sociaux subordonnés en tant que problématique pour le projet de préservation des terres sauvages et de la diversité biologique. Ce que nous voyons avec la création de parcs en aires protégées à la frontière, ce sont des contestations incessantes sur l'utilisation légitime et faisant autorité de l'espace physique. Lorsque les populations autochtones sont
fortement concentrée, la réalisation des objectifs déclarés de l'aire de conservation a été limitée, voire très contestée. C'est particulièrement le cas lorsque les droits de l'utilisation de terres sont depuis longtemps une source d'agitation sociale et que les terres allouées au parc sont vastes et ou densément peuplées à la marche. Donc, comment reproduire? Il y a besoin de reproduire le succès. La diversité des parcs pour la paix et des initiatives de l'aire de conservation implique également de nombreux cas positifs. Les efforts des parcs pour la paix, les plus réussis, reflètent des caractéristiques géographiques telles que les montagnes, par exemple la région du Mont Blanc impliquant la France, l'Italie et la Suisse, les zones humides, le delta du Danube entre l'Ukraine et la Roumanie, par exemple, ou même une combinaison des deux. Par exemple, le lac Titicaca entre la Bolivie et le Pérou, et aussi le cas de Pérou et l'Équateur, comme il est expliqué dans la leçon 1. Lorsqu'une initiative revêt une importance symbolique, associer des personnes à des activités ne remet pas en cas le droit d'utilisation des terres existantes et aboutissant à des gains environnementaux évidents, une initiative de conservation transfrontalière est susceptible de réussir. L'initiative de la ceinture verte de l'Europe est un bon exemple de cette initiative. Elle comprend quelques 12 500 km de terre, dont la plupart constituaient jadis le rideau de fer qui sépare l'Est à l'Ouest. En raison de ces succès particuliers, les tentatives de mimétisme sont nombreuses. Par exemple, la collaboration transfrontalière du Grand Virunga entre le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo semble un candidat idéal pour une initiative de parc de la paix. Parce qu'il y a des problèmes là-bas avec les rebelles armés, le braconnage, le trafic illégal, l'enlèvement de touristes et le combat armé avec les grands forestiers. La région comprend de nombreux parcs et zones protégées dans la zone frontalière montagneuse entre ces trois pays. La présence de mégaphones charismatiques tels que le gorille de montagne suggère aux décideurs politiques et aux organisations internationales qu'il existe un potentiel énorme pour le développement des entreprises touristiques. La présence du gorille sur la liste des sites en danger critique attire l'attention du monde sur cette initiative. Des initiatives similaires sont en cours le long de la frontière américano-mexicaine et de la région de Cross River en Afrique de l'Ouest, impliquant le Nigeria et le Cameroun. Alors que dans l'ère de l'après-guerre froide, on considérait beaucoup l'environnement comme un risque potentiel pour la sécurité, un récit différent a émergé à travers l'Afrique australe post-apartheid. La possibilité que la nature ait le pouvoir de guérir les vieilles blessures, comme le dit Eddie Koch. En 1997, Anton Rupert, un homme d'affaires milliardaire sud-africain devenu philanthrope, a créé le Peace Parks Foundation. La fondation repose sur l'idée qu'une action interpratique en faveur de la préservation de la biodiversité par l'interconnexion des parcs et d'aires protégées, auparavant fragmentées et contestées, faciliterait la consolidation de la paix dans la région. Il y a une question ici de Rova. C'est un problème technique ou pas? Je continue. Non, je pense qu'on est bien. C'est la présentation. Ok, j'ai compris. C'est un
problème technique. OK, donc je continue. Donc voilà. Qui sont les parcs pour la paix du sud d'Afrique? Voilà, c'est une liste des parcs pour la paix du sud de l'Afrique. Aujourd'hui, au moins 10 initiatives sont en cours pour créer des parcs pour la paix en Afrique australe, totalisant près de 800 000. Il y a en Angola, Botswana, Namibie, Zambie, Zimbabwe. Je ne vais pas lire tous les parcs pour la paix, mais vous pouvez voir ici qu'il y a beaucoup d'initiatives dans cette région du monde. Donc, tous les parcs, la question c'est si tous les parcs ne devraient pas être créés, pouvons-nous revenir en arrière une fois en route? Il est peu probable alors condamner un conflit de faisable intensité persistante et on doit apprendre de cette avancée. Donc, c'est que l'auteur, là, il pense que l'Aristote pense que c'est pas une décision automatique de commencer à créer tous les parcs. On doit penser et discuter critiquement. Donc voilà, 3 livres. Et les images sont en anglais, mais l'idée, voilà, on retourne avec sur cette citation, sur l'idée d'un avenir meilleur implique un niveau de conflit moins élevé sur la durée. Comme le suggère la longue liste des avantages du pacte pour la paix, et comme on a parlé déjà, l'orientation en matière de conservation et de développement est toujours positive par l'avenir, comme nous l'avons vu dans la citation plus tôt dans la présentation, révélant une conviction presque inébranlable dans les avantages à tirer de l'établissement d'un parc pour la paix, indépendamment de la complexité de l'entreprise. Et voilà, ce sont des livres importants sur cette question. Donc, il y a 3 points à prendre en compte. Numéro 1, l'écologie politique locale. 2, les parcs pour la paix n'ont pas de particularité en termes de conservation et usage du territoire. Et 3, les parcs pour la paix ne peuvent être détachés des stratégies et priorités en matière de développement régional. En termes de points à considérer, les parcs pour la paix doivent être définis dans le cadre de l'écologie politique locale. Les parcs pour la paix ne peuvent être considérés séparément des autres activités de conservation et de leurs résultats. Et les parcs pour la paix ne peuvent être dissociés des stratégies et priorités de développement national régional. Donc, l'auteur a 6 recommandations. Numéro 1, faire l'inventaire de la situation. Évaluer avec précision ce qui a été réalisé à ce jour. Une évaluation précise ne sera possible que si nous nous dispensons d'approches naïves ou arrogantes de la conservation et de la préservation de la biodiversité. Numéro 2, donner la priorité aux personnes et aux communautés. Faites passer les gens d'abord. Les objectifs de la gestion des ressources naturelles transfrontalières doivent être définis et alignés sur ceux des parcs nationaux, des réserves de gibier et d'autres formes d'air protégées. Cela signifie donner la priorité aux gens et faire des avantages socio-économiques le principal facteur de motivation. Et mettre la conservation au service des besoins et des intérêts des personnes vivant au moment de l'intervention envisagée. Numéro 3, c'est obtenir l'approbation locale. Obtenir l'approbation au niveau local. S'il est peut-être facile de traiter avec des agences centralisées, les partisans des parcs pour la paix doivent faire pression pour la subsidiarité. Sans adhésion au niveau local, l'initiative échouera. C'est un point très important. Le numéro 4,
c'est surveiller et référencer. Surveiller et évaluer, excusez-moi. Si des parties prenantes de tous les horizons sont censées acheter des parts pour la paix, des mécanismes doivent être développés pour le suivi. Par exemple, la préservation de la biodiversité, le développement économique, l'autonomisation des femmes et le benchmarking. Par exemple, la création d'emplois, la régénération des forêts, ainsi que les moyens financiers pour le faire. 4. Ceci, 5. Ne pas exagérer les réussites. Ne pas exagérer les réalisations. De nombreuses affirmations concernant le succès des aires conservées de l'Afrique australe ne sont pas vraies. Les États savent très bien signer et même ratifier une grande variété de documents. La mise en œuvre est cependant un tout autre problème. La divergence entre les revendications et les résultats pardon, les résultats est bien documenté. Et numéro 6, ne pas avoir peur d'admettre son erreur. Donc, ceux qui s'engagent pour le développement des parcs pour la paix ne veulent pas admettre que beaucoup d'erreurs ont été commises. En même temps, les personnages les plus critiques vis-à-vis des initiatives des parcs de la paix semblent incapables de reconnaître qu'il n'y a pas que des succès, mais aussi des possibilités considérables. Y a-t-il un moyen de se rapprocher, trouver un juste milieu où l'échec n'est que le premier pas nécessaire vers de meilleures pratiques? C'est l'éléphant dans la pièce qui nécessite une discussion franche et ouverte. Donc, c'est ça ici pour la présentation de Larry Swatek. Alors, maintenant, on va compartir la présentation de Clara Boccino. La présentation de Lara Boccino, qui est la conseillère stratégique, s'appelle la valeur ajoutée des parcs pour la paix. Les initiatives de conservation transfrontalière sont un phénomène relativement récent. Le concept a été inscrit dans plusieurs instruments juridiques relatifs à l'environnement et au développement au niveau international et régional, mais il n'y a pas de convention ou de traité consacré à la création de zones de conservation transfrontalières. Elles se sont développées dans diverses régions du monde, principalement en tant que processus indépendant, cherchant à répondre aux besoins locaux et en tant que processus régional de consolidation de la paix dirigé par le gouvernement. Puisque vous suivez tout le cours, je suppose que vous vous demandez comment cette initiative de conservation peut rester pertinent à l'avenir si ce n'est pas en contribuant activement à la consolidation de la paix et à l'avenir durable que nous souhaitons. Voyons d'abord la complexité de ces fonctions tout au long de notre présentation. Donc, la conservation transfrontalière est un processus de coopération visant à atteindre des objectifs de conservation à travers une ou plusieurs frontières internationales. Donc, il y a deux voies. Le voie 1 est écocentré et se concentre sur la conservation des ressources naturelles en tant qu'écosystème, espèce ou les deux. La voie est politique, sert les intérêts du gouvernement en place en créant, établissant ou consolidant les relations diplomatiques. Et 3 est économique, se concentre sur la création de revenus à partir d'usages écocentrés des ressources naturelles, aussi appelée utilisation non consommatrice. Ou bien il y a la voie numéro 2, qui est durable et centrée sur la préservation de systèmes environnementaux pour le bien des générations actuelles et futures, et apolitique, sert des intérêts à échelle multiple, stimuler la santé environnementale, permettant un usage parlant entre qu'éconcentré, et tout en encourageant les relations pacifiques entre pays et populations le long des frontières et au-delà. Les pactes pour la paix, la conservation et
transfrontalière est le choix. Les pactes pour la paix sont une forme spécifique de conservation transfrontalière car ils tendent à faire converger les modes de gouvernance répondant du mieux que possible à deux questions envisagées séparément, celle de l'être humain et la nature. La clé permettant de distinguer les pactes pour la paix des autres types de conservation transfrontalière, CTF, réside dans le mot paix, qui devrait apporter une valeur, une vision, une visée, un héritage. Donc, c'est clair que les pactes pour la paix sont des initiatives complexes. Ici, on peut plus d'informations sur cette complexité. La gestion conjointe d'un pacte pour la paix peut contribuer à instaurer un climat de confiance et à faire preuve de bonne volonté politique. Cela créerait une base pour résoudre des problèmes plus sensibles, notamment les causes initiales du conflit et les tensions éventuelles. Une dimension mondiale de la gouvernance de la biodiversité ne peut être motivée et mise en œuvre par les États seuls. Les pactes pour la paix sont également souvent considérés comme un plan de projet idéal. Les zones protégées transfrontalières ont la capacité de conserver avec succès de vastes zones au niveau du paysage par l'opposition et des morceaux d'écosystèmes déconnectés. Ces projets plus vastes sont donc plus attrayants pour les parties prenantes impliquées. Les donateurs ont la possibilité d'atteindre les objectifs plus ambitieux et les communautés locales ont la possibilité de créer des revenus alternatifs grâce à la gestion du parc. Donc, le pacte pour la paix. Comme on a dit, c'est un système socio-écologique très complexe. Il y a le paysage en mosaïque et associé à objectifs de conservation et objectifs de développement humain est nécessaire. Les communautés frontalières, c'est nécessaire de comprendre les problématiques humaines naturelles à la frontière afin de leur permettre de guider le projet et la souveraineté nationale, équilibrer les relations de pouvoir entre les gouvernements et les autres instances de décision. C'est une vision, la vision des pactes pour la paix, c'est une vision et une visée sur de multiples échelles, comme par exemple promouvoir la collaboration internationale sur la gestion des paysages et des ressources naturelles, apporter assistance et solutions aux tensions et conflits passés ou récents qui touchent les communautés frontalières, exécuter un mandat global de développement et de sécurité de la population durable, et appliquer le principe de développement en le voir, mais voyons ici plus d'informations. Le travail des praticiens du Parc pour la paix d'aujourd'hui se déroule à une époque où l'importance de leur création est de plus en plus reconnue. La raison de nombre croissant de parcs pour la paix est la prise de conscience du fait que, puisque les systèmes naturels transcendent les frontières politiques, la protection de la vie sur Terre et la promotion de la paix et de la collaboration entre les pays nécessiteront en définitive une approche internationale. Voilà, des pactes pour construire la paix. Si l'on accepte que la paix constitue une valeur ajoutée dans toute initiative de CTF, alors la grande question est de savoir comment cette initiative peut construire la paix à une échelle locale, nationale, régionale et globale. Et la consolidation de la paix est formée par la société, politique, économie et environnement. Cela vous rappelle-t-il un autre processus, une autre théorie, un autre paradigme proposé il y a quelques décennies pour gérer cette planète, ses habitants et ses ressources? Le rapport sur le développement durable, présenté dans le rapport Brundtland, est défini comme un nouvel ordre mondial dans lequel ces quatre éléments travaillent ensemble pour assurer la continuation de toute vie sur cette planète.
Donc, comment les aires protégées transfrontalières peuvent-ils construire la paix? Le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, qui s'appelle Notre avenir à tous, déclare que la stratégie de développement durable vise à promouvoir l'harmonie entre l'humanité et la nature. En outre, diverses organisations régionales doivent faire davantage pour intégrer pleinement l'environnement dans leurs objectifs et activités. De nouveaux arrangements régionaux seront particulièrement nécessaires entre les pays en développement pour traiter les problèmes environnementaux transfrontaliers. Grâce aux approches participatives, nous pouvons générer des avantages sociaux, culturels et économiques pour les communautés locales. Il est de plus en plus évident que les aires conservées font bien plus d'améliorer la conservation de la biodiversité. Ils aident à promouvoir la réconciliation dans les conflits frontaliers, réunissent les familles et les groupes ethniques divisés par des frontières politiques et procurent des avantages sociaux, tels que la sécurité du régime foncier aux habitants de la zone. Donc, j'ai une question pour tous ici. Comment pensez-vous que les initiatives de conservation transfrontalière peuvent aider à construire de la paix? Vous pouvez écrire votre pensée dans le chat. Et on commence ici. OK. Où trouver de l'inspiration et de l'aide? Où on peut trouver un peu d'informations supplémentaires. Donc, le groupe de spécialistes sur la conservation transfrontalière de l'UICN, de la Commission sur la vie sauvage et les aires protégées. Aussi, il y a plusieurs membres du groupe qui ont travaillé à ajouter la valeur de paix à l'ICTF. Par exemple, à Westing a principalement travaillé en Orient, mais connaît une variété d'exemples africains et européens dans lesquels la CTF a participé, ce qui n'est pas résoudre des conflits, à deux mois d'apaiser des situations frontalières ou des relations internationales très tendues, comme par exemple, on a parlé de DMZ, Danube, Horn d'Afrique. Salim Ali, on a lu une de ces citations, il a publié un ouvrage dans les années 2000 reprenant des études de cas du CTF dans lequel les facteurs de stress du CTF dans la conservation et la construction de la paix ont été présentés avec justesse aussi bien par des universitaires que par des professionnels. Les projets Panorama de l'UICN ont établi des exemples européens pertinents sur la manière dont la CTF contribue aux objectifs généraux de l'UE de collaboration sans frontières, malgré des situations très tendues sur le continent principalement liées à l'immigration clandestine, et le travail de Clara Buccino pour le réseau de le programme de Afrique du Sud, TFCA, qui est le seul programme intégral au sein du mandat du gouvernance régionale de la CDAA, la Communauté pour le développement d'Afrique australe, a encouragé le programme du CTF. Le groupe de spécialistes sur la conservation transfrontalière de la CEMAP UICN est le premier réseau mondial d'experts en conservation transfrontalière, composé de plus de 250 membres issus d'institutions de ce secteur varié. Sa mission est de promouvoir et d'encourager la conservation transfrontalière pour la conservation de la nature avec les services écosystémiques associés de la valeur culturelle, tout en promouvant la paix et la coopération entre les nations, en renforçant les connaissances et les capacités nécessaires à la planification et à la gestion efficace des aires de conservation transfrontalières, le plan d'action du Durban et le programme de travail de la CDB sur les aires protégées. Il y a trois diapositives restants. Voilà. Ici, Clara pose cette question. Les aires protégées transfrontalières de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe
Sont-elles toutes les parcs pour la paix? Non. La réponse, c'est que c'est non. Aucune n'est à proprement parler un parc pour la paix. Les gouvernements pour cette raison, les gouvernements de pré-indépendance ont convenu qu'il n'était pas un conflit et ainsi le CTF n'avait pas pour prérequis la construction de la paix. 2. La Fondation des parcs pour la paix, qui pilote 10 des 18 APTF de la CDAA, c'est les aires protégées transfrontalières de la Communauté pour le développement d'Afrique australe, est indépendante et n'a aucun poids sur l'exécution du mandat de paix par les aires protégées transfrontalières, pas plus qu'elle n'a produit d'expertise dans la région et les reliant à des processus de construction de la paix. Et 3. Depuis son lancement en 2013, le programme d'air protégé de la CDAA est lié à la vision et à la mission de la CDAA, qui consiste à créer un groupe unitaire d'États capable de soutenir les régions, ses populations et ses ressources naturelles dans le cadre et développement durable. Donc, l'UICN utilise le terme parc pour la paix depuis 1997 plutôt que parc de la paix, car ce dernier a souvent été utilisé pour des situations qui ne sont pas liées à la conservation transfrontalière. Par exemple, certains parcs pour la paix commémorent des champs de bataille ou sont des parcs urbains. D'autres sont des zones protégées dans un pays et n'ont pas de contexte transfrontalier. Conformément à la définition de l'UICN, tous les parcs pour la paix sont des aires de conservation transfrontalière, mais toutes les aires de conservation transfrontalière ne sont pas des parcs pour la paix. De même, bien qu'une zone de conservation transfrontalière puisse ne pas avoir une désignation de paix explicite, elle peut finalement contribuer à la paix. Tout au long de ce module, le terme parc de la paix parc pour la paix est utilisé pour une conservation transfrontalière qui promeut la paix. OK. Les 3 piliers des aires de conservation transfrontalière de la CDAA. Durant la création du système d'évaluation de ces aires, le comité de pilotage et des États membres ont approuvé l'institution de 3 piliers des aires de conservation transfrontalière de la CDAA, principe directeur de la conservation transfrontalière dans la région de la CDAA. Donc voilà les 3 piliers: la gestion des ressources naturelles, l'intégration régionale et le développement socio-économique. La conservation transfrontalière n'a pas fait l'objet de cadres politiques spécifiques au niveau international et régional, bien que les principes sous-jacents à la conservation transfrontalière aient été établis dans le droit international souple et strict depuis le début des années 1970. Issus d'un cadre de durabilité accepté, ces principes ont été identifiés comme 1. La conservation des écosystèmes, 2. Intégration régionale et 3. Encore développement socio-économique. Et voilà l'importance de ce MOOC, et en savoir plus sur le CTF et sur la manière de mettre en place des systèmes durables pour la conservation transfrontalière. Réfléchir sur le rôle de la paix et de la consolidation de la paix dans le ICTF, élaborer une stratégie pour intégrer ces éléments dans le ICTF existant et promouvoir l'importance de la conservation des écosystèmes à la pertinence des principes de développement durable dans la gestion globale des aires protégées. Merci pour votre attention. Je passe à la facilitatrice. Merci beaucoup, Nina, pour cette présentation. Alors, Nina, peut-être remettez-vous en mute pour le micro, comme ça les participants n'ont pas d'écho. Voilà, parfait. Alors, merci beaucoup pour la présentation. C'était un sujet vraiment intéressant, pertinent pour toute la communauté du Learning for Nature. Et je pense donc que nos participants ont compris à quel point cette présentation introductrice donc, était importante.
Et j'aimerais donc inviter les participants à partager leurs questions et leurs réflexions, leurs commentaires, peut-être même leurs expériences dans le chat ou donc à lever la main pour participer à cette session. Vous pouvez utiliser ce chat, donc la fenêtre de discussion, pour partager vos questions. Vous pouvez envoyer vos questions ou vous pouvez lever la main, je le répète, en cliquant sur le bouton correspondant qui est situé dans le coin inférieur droit si vous souhaitez parler au présentateur. Parce qu'on peut donc ouvrir votre micro ou lire votre question selon votre préférence. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions, mais moi j'en avais quelques-unes que j'avais préparées donc, pendant ta présentation, Nina. La première question que j'avais, c'est que donc l'un des problèmes qui est identifié par Larry dans sa présentation, ça concerne l'augmentation du nombre d'aires protégées transfrontalières au fil du temps. Et comme on le sait, depuis la première leçon, tous les parcs pour la paix sont des aires protégées transfrontalières, mais donc toutes les aires protégées transfrontalières ne sont pas forcément des parcs pour la paix, des parcs mondiaux. Donc, pourriez-vous préciser pourquoi ce statut n'est pas accessible à tout le monde? Très bien, merci Marion pour cette question. Donc, à mon avis, il y a deux raisons principales à cela. L'un, c'est la définition et l'objectif, et l'autre, c'est la complexité de la création de parcs pour la paix. Donc, examinons la définition des parcs pour la paix qui, comme je l'ai mentionné dans l'exposé et dans la leçon 1, a fait l'objet de diverses interprétations au fil des ans. La situation est compliquée car l'utilisation actuelle des termes n'est pas contrainte et les pays choisissent d'utiliser leur propre terminologie et interprétation des termes. Par exemple, désigner un parc entièrement à l'intérieur de ses frontières comme un parc pour la paix, commémorant les vies perdues dans une catastrophe ou un conflit. L'UICN souligne que des désignations ne sont pas sanctionnées au niveau international par un traité, tel que la désignation patrimoine mondial ou Ramsar. Comme indiqué dans la leçon 1, l'identification de la désignation de parc pour la paix par les autorités coopérantes ne devrait inclure que les zones où les objectifs de gestion convenus reconnaissant explicitement à la fois une zone protégée et une zone de non-conflit. En fin de compte, dans ce cours, nous suivons la définition utilisée par l'initiative de dialogue sur la paix et la diversité de la CDB, où le terme parc pour la paix est utilisé pour désigner une conservation transfrontière qui promeut le parc, la paix. Ainsi, si les initiatives de conservation transfrontalière ne comportent pas d'éléments explicites de consolidation de la paix, elles n'auraient pas le statut de parc de la paix. Dans le même temps, il est important de reconnaître que même si une zone de conservation transfrontalière peut ne pas avoir une désignation de paix explicite, elle peut finalement contribuer à la paix. Et la deuxième raison, c'est la complexité de la création des parcs pour la paix. L'autre raison est liée à la multitude de parties prenantes et d'intérêts impliqués dans la création d'un parc de la paix. Ceci inclut le gouvernement, le secteur privé, la société civile, les communautés autochtones et locales. Nous avons abordé ces gouffres très graves dans certains cas dans notre présentation. On a parlé sur les intérêts différents ici. Merci. D'accord, merci beaucoup Nina pour cette réponse et pour fournir donc plus d'informations. Je vois donc dans la liste des participants que Marie a sa main levée et donc Marie, on va te donner la parole. Est-ce que tu nous entends et est-ce que tu peux parler? Alors, je m'assure que on est Marie pour le moment. Je vois que ça cherche son micro. Peut-être. Alors, je vais laisser 5 secondes de plus. Allô Ah, Marie? Marie. Ouais, parfait, on t'entend. Bonjour, merci beaucoup. Un grand merci à Learning for Nature pour la préparation de ce MOOC et merci à Nina pour la présentation de cette première leçon. J'ai trouvé ça très, très instructif. J'ai une question pour Nina. Je me demandais à partir de votre expérience dans l'inclusion des peuples autochtones dans la stratégie de conservation, dans les stratégies de conservation de manière générale,
quel rôle pensez-vous que les communautés indigènes et communautés rurales peuvent jouer dans la prise de décision et la constitution, la gestion d'un parc pour la paix? Marie, pour cette question très importante. C'est vraiment le focus de mon travail avec la fondation de Tribal Link. Donc, je pense que les communautés autochtones et locales ont un rôle très, très important et clé, et qu'on ne peut pas procéder et établir des projets comme des parcs de la paix pour la paix sans la participation de cette groupe. Dans mon expérience avec avec le travail de déforestation et les autres thèmes, si la participation et l'engagement de cet acteur n'est pas défini et sécurisé avant de commencer, c'est très possible que le projet ne marche pas, que le projet ne procède pas, parce que c'est les peuples autochtones qui habitent dans ces forêts, dans ces territoires qu'on a parlé frontalières. Et donc, c'est très important de respecter la déclaration sur les droits des peuples autochtones. Il y a une déclaration d'ONU qui est très relevante. Et donc, les droits de consultation et du conseil, il est nécessaire de respecter ces droits là-bas. Oui, merci Nina. C'est une question très importante, c'est l'inclusion des parties prenantes, et notamment des peuples autochtones et des communautés rurales qui vivent ici, de par leur implication, je suppose, au niveau local, de par leurs connaissances, mais aussi de par les conséquences positives que ça peut avoir. Et je ne parle pas seulement au niveau de la conservation des ressources naturelles, mais aussi au niveau des conséquences sociales et de la bonne entente parfois entre les peuples. Donc, merci beaucoup et merci Marie.